Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission au Périscope dans les studios de l'IH2EF. C'est la dernière émission de cette saison et elle sera aujourd'hui consacrée à la santé mentale des cadres. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison. Vous pouvez bien sûr, comme pour chaque émission, réagir sur la plateforme X avec le hashtag au Périscope. Et je vais en profiter pour présenter nos intervenants. Ils sont au nombre de 3 aujourd'hui, avec 2 en plateau, 1 en distanciel. Et je vais commencer par vous, Isabelle Etcheto. Vous êtes psychologue du travail dans l'Académie de Poitiers. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. En face de moi, Olivier Fournet, vous êtes IA-IPR établissement et vie scolaire dans l'Académie de Toulouse, par ailleurs ancien chef d'établissement. Merci également de faire partie de l'aventure aujourd'hui. Bonjour. Et enfin, à distance, Christelle Derache, vous êtes DRH dans l'Académie de Lille. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Bien, donc merci à vous trois encore une fois d'être présents aujourd'hui. Je vous propose de commencer par notre première partie qui sera consacrée donc à la santé mentale des cadres, à ses enjeux et aux acteurs qui œuvrent dans ce domaine dans l'éducation nationale. On va commencer peut-être avec vous, Christelle Derache, avec peut-être une présentation rapide de ce qu'est la santé mentale des cadres et comment elle est considérée dans l'éducation nationale. Ouais. Je voulais en propos liminaire préciser que moi je suis depuis 4 ans dans l'éducation nationale après 20 ans dans la fonction publique territoriale. C'est important pour moi de le préciser parce que les choses se vivent pas de la même façon, qu'on soit dans l'un ou l'autre de ces mondes professionnels-là. Ce que j'ai pu constater donc depuis ma prise de fonction, c'est que c'est un sujet, la question de la santé mentale des cadres est un sujet un peu tabou. Je mets un peu de guillemets avec les mains, si vous le voyez, parce que significatif un peu d'une faiblesse qu'on assumerait et donc difficile d'en parler, mais je trouve avec le peu de recul que j'ai, c'est pour ça que je voulais préciser que mon histoire professionnelle elle était autre, qui est de plus en plus visible. Je trouve aujourd'hui que sur la question de la santé mentale, des difficultés rencontrées et des difficultés à gérer, c'est un sujet pour lequel la parole se libère, quelquefois tout simplement avec des rencontres où on ose dire les choses, on ose parler de ses difficultés, du fait qu'on a du mal à dormir, qu'on est préoccupé, qu'on a des pensées qui restent et qui ont du mal à partir. Et contrairement à d'autres moments, la parole, elle se libère sans qu'on soit forcément à un point de non-retour. C'est mon sentiment. Je pense que ça peut être lié à l'évolution qu'on peut avoir sur les attendus par rapport au management. On attend de nos cadres qu'ils soient attentifs aux autres. On parle beaucoup de compétences psychosociales, on parle de bienveillance, on parle d'empathie, on en parle pour les élèves, on en parle aussi pour les personnels. Et de fait, le fait de donner cette attention-là aux autres, ça nécessite aussi qu'on ait cette attention-là pour nous-mêmes et qu'à un moment donné, on puisse poser des limites. On parle aussi de plus en plus de droit à la déconnexion, du fait de pouvoir s'arrêter et puis prendre un peu de recul. Et donc, à mon sens, cette attention à soi, elle est essentielle pour pouvoir donner de l'attention aux autres. Et c'est peut-être un des éléments qui fait aussi que les choses s'assument de plus en plus. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est avec la mise en place d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Moi, quand je suis arrivée dans l'Académie de Lille, on avait déjà un dispositif de coaching qui était en place, donc pour les cadres et notamment pour les personnels de direction. Ça prenait pas beaucoup, je ne vais pas vous dire qu'il y avait pléthore de personnes qui s'y inscrivaient. On avait formé un réseau de coachs en interne. Enfin, je dis on, mais je n'étais pas là à l'époque. Et moi, donc, je venais de la territoriale où le coaching, c'était un outil très développé, où on était content quand on était coaché et c'était c'était vraiment dans les mœurs et dans les habitudes. Et quand je suis arrivée sur mes fonctions, je me suis rendu compte que c'était vu un peu comme un dispositif à disposition des gens en difficulté, que ça voulait dire qu'on n'était pas bon, qu'on avait des faiblesses. Et donc, c'était quelque chose qui n'était pas du tout valorisé. Donc, on a eu un gros travail pour remettre un peu en mots ce dispositif d'accompagnement, redire que c'était un moment pour soi, pour avancer en toute confidentialité sur des difficultés ou des moments un peu complexes, et qu'en aucun cas c'était parce qu'on était un mauvais professionnel. Donc ça, ce sont des choses qui commencent à avancer. Aujourd'hui, au départ, quand je proposais à un chef d'établissement ou à un cadre un coaching, on me regardait avec des grands yeux et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment quelque chose qui est plus entendu, apprécié pour ce que c'est en fait, comme un outil individuel pour à un moment donné prendre le temps autour d'une difficulté particulière. On a de plus en plus de dispositifs d'accompagnement de ce type, que ce soit le coaching, le mentorat, mais aussi, moi j'ai à cœur d'accompagner les cadres et il y a beaucoup de chefs d'établissement qui n'hésitent pas à me contacter pour avoir un petit temps pour poser un peu les choses. Alors, on sent qu'il y a des choses récurrentes, des difficultés, des moments où on a besoin de faire un break, d'être entendu sans que ça donne forcément lieu à quelque chose de particulier, mais au moins de pouvoir poser les choses. Ce que j'ai pu constater dans ces rendez-vous-là, c'est que on a aussi, de par ces questions de charge mentale,
de santé mentale et puis de difficultés que les uns ou les autres peuvent rencontrer, des parcours et des trajectoires professionnelles qui évoluent. Je répète, hein, j'ai pas 20 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale, hein, donc de ce que j'ai pu moi en comprendre, on avait pendant longtemps, notamment chez les cadres et chez l'établissement, hein, des parcours qui étaient ascendants. On était chef d'un petit établissement, on avait une catégorie, on passait à la catégorie supérieure. Et aujourd'hui, je commence à voir des choix différents, c'est-à-dire des personnes qui disent bah, moi j'ai envie peut-être de redevenir adjoint et qui l'assument, qui ne le vivent pas comme une faiblesse ou un problème de compétence, mais comme le fait de dire bah, c'était pas pour moi en fait. Et donc, moi j'ai plus ma place sur tel type de mission. Et derrière ce mot-là, il est fort pour moi de dire c'est assumé, il n'y a pas de difficulté, enfin les personnes l'assument vraiment. Et donc, je constate de plus en plus de pas de côté, le fait de donc redevenir adjoint ou de prendre, quand on a encadré des grosses équipes, d'être un temps sur un poste de chargé de mission où on peut développer des fonctions d'expertise, où on est moins dans la pression du quotidien du manager. On a aussi des changements de milieu professionnel parce que des collègues, ça c'est la loi de transformation de la fonction publique qui permet aussi de changer d'environnement, d'aller dans la fonction publique territoriale ou autre, et aussi dans les dispositifs qui peuvent amener quelquefois vraiment là pour le coup des ruptures, les ruptures conventionnelles hein, qui permettent de changer complètement de vie. Mais derrière tout ça, ce que je voulais surtout faire passer comme message, c'est que c'est un sujet qui, donc la question de la santé mentale, de la charge mentale, de la difficulté quelquefois à exercer ses fonctions, de la dissonance dans laquelle on est par rapport à ce qu'on nous demande et ce que nous on souhaite, c'est quelque chose qui a toujours, je pense, été là, qui émerge, qui devient un sujet qui est partagé, entendu, partagé dans les réseaux professionnels, partagé avec les directions des ressources humaines qui sont aussi beaucoup plus visibles depuis un certain nombre d'années. Et pour moi, c'est un vrai enjeu pour tous et pour nos professionnels en premier lieu. Olivier Fournet, on le voit dans les propos introductifs de Christelle Derache, la santé mentale des cadres, c'est un sujet qui s'installe dans le paysage. Comment en comprendre le concept aujourd'hui ? Alors je pense qu'en effet, comme le dit fort justement Christelle, que c'est heureux que ce soit un sujet qui vienne dans l'actualité. Alors comment peut-être le définir ? Alors, on va essayer de le faire relativement simplement et pour ça je vais m'appuyer sur une intervention faite par une psychologue de Psycom et disponible sur le site de l'Académie de Toulouse qui sera présentée avec les ressources en fin d'émission. Je crois qu'on peut le faire autour de deux axes. Le premier de ces axes, c'est celui qui va de l'absence de troubles à des troubles avérés, avec toutes les graduations qui sont intermédiaires entre les deux. Et là, on est plutôt dans un registre de diagnostic, donc qui va être posé par un intervenant extérieur à la personne, qu'elle peut venir solliciter, bien évidemment, donc psychologues, psychiatres, qui vont rentrer dans ce champ-là. Mais pour autant, ça ne suffit pas à épuiser la question de la santé mentale. Et donc, peut-être, il est nécessaire, pour en faire le tour, d'y adjoindre un deuxième axe, et qui, lui, serait peut-être davantage vertical, et qui, là, va s'appuyer sur le ressenti de la personne, en partant d'une sensation, d'un sentiment de bien-être jusqu'à, à l'inverse, un sentiment de mal-être, et qui là s'appuie sur l'expérience, sur la singularité de chaque cadre, puisqu'on parle de la santé mentale des cadres. Et avec ces quatre espaces qui peuvent être définis, on peut voir qu'on a des situations qui peuvent être tout à fait différentes, avec un personnel qui présente un trouble avéré en termes psychiques, mais qui pour autant a un ressenti de bien-être et va être heureux dans son activité parce que la prise en charge est tout à fait satisfaisante. Ou à l'inverse, de l'autre côté, on va dire, du diagramme, un personnel qui a un fort sentiment de mal-être alors que sa santé psychique serait plutôt de bon niveau. C'est donc pas une parfaite diagonale. Non, c'est pas une parfaite diagonale. Et donc, à l'intérieur de ça, il faut rechercher des équilibres en pensant bien que l'on est dans quelque chose qui est dynamique, qui n'est pas figé. On peut avoir des moments où on va très bien, des moments où on est plein de motivation, et puis parce que des accidents de la vie arrivent, on peut se retrouver un peu plus en difficulté et avoir besoin de davantage de soutien. Et c'est dans cette dimension dynamique de sa propre santé mentale que l'on peut trouver l'équilibre nécessaire à l'exercice de fonctions
qui sont par nature des fonctions exigeantes. Après, moi, ce dont je me réjouis, c'est que, si je prends l'exemple de l'Académie de Toulouse, c'est un sujet dont s'est emparée l'Académie, en mettant en place, par exemple, en partenariat avec MGEN, mutuelle de référence du champ de l'éducation, des partenariats du type réseau PASS, ces réseaux prévention et des suivis qui facilitent un travail de prévention pour tous les personnels de l'éducation nationale, et pas seulement les adhérents de MGEN, et qui aboutit, par exemple, à la mise en place à Toulouse d'un centre de réadaptation en 2018 qui s'est étendu sur l'Académie de Montpellier à partir de 2020 et que j'ai eu la chance de à la fois faire démarrer et puis développer, parce que c'était une expérience extrêmement intéressante. Un dispositif souple qui s'adapte en fait aux besoins des personnels et qui permet de les accompagner soit vers une reprise d'activité, soit éventuellement vers une réorientation lorsque c'est nécessaire. Et puis le deuxième champ qu'a développé l'Académie de Toulouse, c'est une formation en prévention de premiers secours sur la santé mentale, ouverte à l'ensemble des personnels et donc aussi aux cadres, qui s'est déployée en 2022-2023 et qui, sur cette année 2024, aura permis la formation de plus de 250 personnels sur l'académie. Alors certes, ça reste une goutte d'eau à l'échelle d'une académie de 50 000 personnels, mais néanmoins, ça traduit l'inscription dans l'agenda mental de l'ensemble de l'académie de cette question de la santé mentale des personnels. Et je m'en réjouis vraiment de façon forte. Alors c'est une première pierre, en effet, dans le dispositif. Peut-être, Isabelle Etcheto, avant d'aller plus loin sur des témoignages plus concrets, sur des témoignages de terrain, peut-être préciser quelques notions qui vont revenir dans la suite du débat, notamment des notions de loyauté, d'obéissance, d'innovation, de burn-in, de burn-out. Ça fait beaucoup de mots un peu savants. Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça ? Absolument. Je voudrais aussi revenir sur ce que vient de dire Olivier par rapport au réseau PASS. On a aussi formé dans l'Académie de Poitiers au premier secours santé mentale et on a aussi accès à ces 3 consultations absolument confidentielles et gratuites pour tous les personnels de l'éducation nationale. Donc ça, c'est au niveau national et ça permet vraiment d'avoir un accès rapide à un professionnel quand on sait combien les professionnels de ville n'ont plus de place aujourd'hui, les psys de ville n'ont plus de place. Donc c'est vraiment un gain pour les personnels de l'éducation nationale. Et aussi, je voulais dire que je suis complètement d'accord avec Christelle quand elle parle de bienveillance vis-à-vis de soi, et c'est là qu'on va vers la définition du burn-in. La bienveillance vis-à-vis de soi, c'est aussi s'écouter, c'est aussi savoir reconnaître les premiers signes de l'épuisement professionnel. Et aujourd'hui, dans notre institution, il y a cette culture de l'obéissance qui est fondatrice, qui est nécessaire aussi, évidemment, pour réussir à organiser tout ce qu'on a à organiser, mais qui, quelquefois, peut avoir des effets quand même secondaires, si j'ose dire, notamment sur la loyauté. Alors, moi, je voulais préciser aussi, ça ne fait que 3 ans et demi que je suis dans l'éducation nationale et pas à temps plein. J'ai une partie de mon activité dans les entreprises encore. C'est différent comme approche ? Oh, il y a des points communs. Sur l'épuisement professionnel, il y a beaucoup de points communs. Ce qui est différent, justement, c'est par rapport à la notion de loyauté. Moi, ce qui m'étonne souvent dans notre institution, c'est qu'on entend par loyauté le fait peut-être d'être d'accord avec son chef ou d'être d'accord avec ses collaborateurs. Pour moi, la loyauté n'est pas là. Et au contraire, dire quand on n'est pas d'accord, porter une nouvelle idée, une innovation, c'est peut-être ça, être loyal. Et ce concept de loyauté, ce désaccord empêché, quelquefois fait que on ne va pas assez s'écouter, on ne va pas assez regarder, voir les signes de l'épuisement professionnel chez nous, ce qui mène au burn-in. Le burn-in, c'est la phase juste avant le burn-out, où on a des symptômes à peu près similaires. L'épuisement, l'éparpillement, évidemment l'impact sur le sommeil. Et si on arrive à accompagner les personnes dans cette phase pour qu'ils se reposent et qu'ils se ressourcent, et là, pour le coup, nous, la MGEN nous avait proposé aussi, mais certainement aux autres académies, des stages qui s'appellent Human Tempo, qui permettent aux personnes d'aller se ressourcer pendant 15 jours en ayant des activités et puis des entretiens avec des professionnels. Si on arrive à traiter, si j'ose dire, l'épuisement professionnel au moment du burn-in, on sait qu'entre 3 et 5 semaines, on se remet sur pied et on peut revenir travailler. Le burn-out, qui est la phase après l'effondrement, là, c'est entre 18 mois et 5 ans.
ça veut dire qu'on risque de perdre 5 ans de sa vie. Et j'ai accompagné des personnes, alors éducation nationale ou pas, partout, qui effectivement ont perdu 5 ans de leur vie en raison de l'épuisement professionnel. Donc vraiment notre objectif là, c'est d'accompagner les managers dont la santé mentale est à risque et qui sont en burn-in pour les aider à aller se reposer 2, 3, 5 semaines et revenir en forme. Mais en raison de cette loyauté, je mets aussi des guillemets, en raison de cette loyauté, de cet empêchement de dire « je ne vais pas bien », on n'écoute pas, on n'entend pas les signes du burn-in. Et j'osais, dans la préparation de cette émission, dire que c'était assez genré, c'est-à-dire quand même on trouve des femmes qui s'écoutent encore moins, qui écoutent encore moins les signaux que les hommes. C'est complètement empirique, ce que je vous dis. Et donc on va vers la phase d'effondrement et de burn-out. Donc vraiment notre enjeu là, c'est d'aider, d'accompagner les managers à développer la bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Et une étude récente en psychologie positive a démontré que plus je suis bienveillant vis-à-vis de moi, plus je vais l'être vis-à-vis des autres et plus je le serai aussi vis-à-vis de la planète. Ce qui va quand même à l'encontre peut-être d'un préjugé sociétal qui nous ferait penser que la bienveillance vis-à-vis de soi, c'est de l'égoïsme. Pas du tout. Cette étude nous montre que si je suis bienveillant vis-à-vis de moi, eh bien, je vais l'être plus vis-à-vis des autres. Merci Isabelle Etcheto. Alors on va clore cette première partie consacrée à propos introductifs. Je vais vous redonner la parole dans quelques instants pour s'intéresser aux enjeux. On va parler de pistes de réflexion, de leviers d'action, de freins autour de ce sujet de la santé mentale des cadres aujourd'hui. Je rappelle à nos internautes que vous pouvez bien sûr réagir aux propos de nos intervenants sur la plateforme X avec le hashtag au Périscope. Isabelle Etcheto, peut-être vous qui êtes sur le terrain donc depuis 3 ans et demi maintenant, pouvez-vous nous dresser quelques constats majeurs que vous avez pu relever ? Bien sûr. Moi, ce que je perçois, c'est que dans notre institution, on a des gens extraordinaires qui sont très impliqués, qui sont très motivés, qui surtout ont envie de bien faire. Et cette envie de bien faire peut quelquefois les amener à être très perfectionnistes, très engagés dans la tâche. On a un calendrier d'activités qui devrait rouler finalement, parce que ce sont des activités qui se répètent d'année en année. Et ce que j'ai observé moi depuis 3 ans et demi, c'est que ce calendrier est télescopé par des demandes, que certains appelleraient injonctions, qui viennent régulièrement percuter le calendrier et qui finalement entraînent une perte de sens qui peut mettre nos managers dans certains risques psychosociaux, notamment un qu'on appelle l'empêchement de faire du travail de qualité et évidemment le stress. Et ça peut créer un déséquilibre interne, un déséquilibre entre les contraintes que je perçois dans mon environnement et les ressources que je perçois pour y faire face. Et le stress, donc, c'est ce déséquilibre qui est complètement subjectif, parce que c'est une perception de contraintes et de ressources. Et à nous d'accompagner les managers et de les aider peut-être soit à regarder les contraintes différemment. Ça, c'est un peu complexe quand même dans notre académie, de demander aux managers de regarder les contraintes différemment, voire un peu culpabilisant, soit augmenter le niveau de ressources. Et pour augmenter le niveau de ressources, Christelle en parlait tout à l'heure, le coaching, effectivement, mais qui est encore sous-utilisé, moi je trouve, en tout cas dans notre académie, parce qu'effectivement, on a encore cette culture il ne faut pas faire de vagues, c'est-à-dire que c'est difficile de montrer quand j'ai besoin d'aide. Et pour ça, nous, on s'est appuyé sur le collectif en mettant en place beaucoup de co-développement cette année entre managers, entre chefs de division, entre adjoints, entre chefs de bureau et au niveau de la gouvernance aussi. Et l'idée du co-développement est de ne pas rester seul, c'est d'abord de commencer par normaliser. L'étape de normalisation, elle est cruciale. C'est de dire, je n'y arrive pas, ok, j'ai des difficultés, j'ai une charge mentale conséquente. Finalement, je ne suis pas seule, je ne suis pas le seul à ressentir ça. Donc, c'est peut-être déconnecté de moi. C'est peut-être dû à ce qui se passe, à ce qui arrive dans l'environnement. Et déjà, cette phase de normalisation, elle est primordiale. Christelle Derache, peut-être dans la continuité des propos d'Isabelle Etcheto, quelles sont, vos premières constatations de terrain que vous avez pu relever sur ce sujet de la santé mentale des cadres ? Alors moi, je vais le dire spécifiquement avec ce mot-là, j'ai un peu aussi le sentiment, Isabelle parlait de questions genrées, moi pareil, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une question générationnelle, c'est-à-dire que les cadres qui sont plutôt vers la fin de carrière ou la dernière dizaine d'années avant la retraite, même si ça c'est un peu glissant,
où on a quelque part plus de difficultés à dire qu'il y a des difficultés, des faiblesses. C'est vraiment là les injonctions à être fort, le chef a raison, le chef pose, etc., sont très très fortes, je trouve, sur certains collègues qui sont plutôt sur la fin de leur carrière. Et j'ai constaté d'autres façons de voir les choses, d'autres façons aussi de pouvoir assumer la difficulté ou le pas de côté chez des collègues un peu plus en début ou milieu de carrière. Alors ça, c'est très personnel, hein. Peut-être que Olivier et Isabelle n'ont pas fait le même constat, mais j'ai pu faire celui-là. Ce que j'ai pu voir aussi sont des questions, alors là, vraiment importantes de conflit de valeurs. Isabelle parlait de l'empêchement d'agir, hein. Effectivement, il y a des injonctions, il y a des choses sur lesquelles on a l'impression d'avoir aucune marge de manœuvre. Quand ça se cumule aussi avec un conflit de valeurs et on a le sentiment que là, soi-même, on est en dissonance complète avec ce qu'on nous demande, c'est quelque chose qui est très très dur à gérer et qui va mettre les collègues en difficulté. Parce que le cadre, il doit aussi transmettre ou faire avancer des projets ou transmettre des consignes avec lesquelles il n'est pas forcément en phase. Et il y a des moments où, quand la dissonance est la plus importante, c'est quelque chose de très, très, très compliqué à mettre en place. Donc ça, ce sont des choses que j'ai pu constater avec, de fait, vraiment le besoin de ce que disait Isabelle sur le co-développement. Moi, j'y souscris totalement, hein, la question du collectif, du réseau professionnel, le fait d'avoir des liens avec d'autres chefs d'établissement ou d'autres collègues cadres. On a aussi mis en place un lab au sein de l'académie et des cellules de co-développement pour pouvoir échanger et puis se rendre compte qu'on n'est pas seul. Rien que le fait de se rendre compte que d'autres collègues sur le même niveau de responsabilité que soi ou similaire à le même type de responsabilité, ça peut remettre un peu de bienveillance envers soi-même et faire diminuer un petit peu la pression. Donc tous ces dispositifs-là sont vraiment essentiels avec, en premier lieu, je trouve aussi le réseau, enfin, l'éducation nationale, on est tous très, très disséminés sur le territoire, mais le réseau local, avec les collègues qui sont juste à côté, avec qui on peut échanger facilement ou prendre une heure pour en discuter en se voyant, ce sont des choses qui peuvent être vraiment importantes. Mais la question du conflit de valeurs, elle est pour moi très importante et elle peut aussi le devenir encore plus dans les temps qui sont devant nous. Olivier Fournet, vous avez tout à l'heure évoqué le partenariat avec la MGEN et l'Académie de Toulouse. Avez-vous d'autres exemples à nous donner de dispositifs qui ont été mis en place, de leviers qui sont à la disposition des cadres dans votre académie ? Alors peut-être ce qui serait pertinent, c'est d'incarner un peu ce qu'on a dit, et je vais vous donner 2 exemples d'accompagnement de cadres ayant connu des difficultés et assurés par le centre de réadaptation donc, des académies de Toulouse et Montpellier, dispositif partenarial porté par MGEN et par l'Académie, puisque ce qui relève des réseaux PASS qu'on a évoqués tout à l'heure sont cofinancés par le ministère d'un côté et par l'Académie de l'autre. Donc il s'agit, pour le premier exemple, d'une chef d'établissement, cadre expérimenté, très engagé dans ses fonctions. Tu évoquais tout à l'heure, Isabelle, des gens qui sont extrêmement perfectionnistes. Ben, c'était exactement ce profil-là. C'est-à-dire quelqu'un qui ne comptait pas ses heures, qui cherchait toujours à avoir la note parfaite avec la circulaire parfaitement au point, à rendre absolument toutes les enquêtes en temps et en heure. Et Dieu sait si parfois il nous tombe beaucoup d'enquêtes sur les boîtes mail des établissements, et donc voilà vraiment une volonté de bien faire, et qui a vu arriver progressivement un sentiment de difficulté, un sentiment d'épuisement, mais on est chef, on doit piloter son établissement. Tous les matins, il faut être à la grille du collège pour pouvoir l'ouvrir et représenter l'État, parce qu'on nous répète tout le temps qu'on est là pour représenter l'État, et c'est une réalité, hein, le chef d'établissement est le représentant de l'État à l'intérieur de l'établissement qui lui est confié, donc c'est une lourde responsabilité. Et donc, en bon petit soldat, tous les matins, elle se levait pour aller ouvrir son établissement et fermer parfois tard. Tous ceux qui ont connu les conseils de classe savent que parfois ça peut finir assez tard. Et donc un matin, elle sort de chez elle, puisque le poste n'était pas logé, elle sort de chez elle, elle monte dans sa voiture, et la deuxième fois où elle a pris conscience de ce qu'elle faisait, c'était 12h30, elle était arrêtée, elle ne savait pas où. Et elle n'a jamais pu rejoindre son établissement. Elle a pris son téléphone portable, elle a appelé son mari, elle lui a dit « viens me chercher », et elle ne savait pas où elle était. Isabelle Etcheto, là on est dans le burn-in ou le burn-out pour le coup là ? C'est le moment d'effondrement, c'est le burn-out. Okay. C'est exactement comme ça qu'elle l'a perçu. Donc évidemment, elle a commencé par être positionnée en situation de congé maladie, puis les choses
18 mois à 5 ans, tu disais, je crois que c'est exactement ça. Ouais. Donc au bout d'un moment, congé longue maladie, et puis le dispositif donc, existant sur Toulouse, elle a été orientée via la RH et la médecine du travail vers le centre de réadaptation. Et donc je l'ai reçu et on a travaillé ensemble d'abord à une écoute, et une écoute qui peut-être est légèrement à côté de l'écoute institutionnelle, parce qu'il faut quand même se rendre compte que dans notre institution, qui rassemble 1,2 million de personnels, on a quand même une chaîne hiérarchique qui est extrêmement courte et qui fait peser une très grosse responsabilité sur chacun des acteurs. Je cite souvent en exemple le fait qu'entre un enseignant et le ministre, il y a 3 niveaux de responsabilité. Son chef d'établissement, le directeur académique au niveau départemental et le recteur. Donc, quelle entreprise d'1,2 million de personnes a un râteau hiérarchique aussi court? Donc, on voit bien le niveau de responsabilité qui pèse sur chacun. Et donc, on a d'abord commencé par lui permettre de poser ces éléments-là et ensuite de reprendre confiance en elle à travers un accompagnement psychologique porté notamment par une psychologue du travail intervenant également dans les espaces d'accueil et d'écoute de MGEN que tu citais tout à l'heure. Il faut le rappeler quand même. 3 rendez-vous rapides, gratuits, anonymes qui permettent d'avoir une écoute à un moment donné. C'est un dispositif qui existe partout, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut quand même rappeler l'intérêt et qui est sous-utilisé parce que pas suffisamment connu. Pas suffisamment connu ou peut-être parce qu'on n'ose pas y aller, on a une certaine pudeur à vouloir aller faire aider? Les deux. Comme inspecteur, je me déplace dans les établissements et souvent, évidemment, ayant travaillé à MGEN, l'œil est un peu aiguisé et je regarde si l'affiche présentant les espaces d'accueil d'écoute est présente. Dans les établissements, elle y est bien, souvent en salle des profs, parfois dans le couloir qui mène à l'administration. Le problème, c'est que l'information, elle n'est pas disponible au moment où on en aurait besoin et donc on ne va pas forcément la chercher au moment où il le faut. Donc si je reviens à cette chef d'établissement, on a pu la remettre en confiance à travers une mise en situation accompagnée dans une autre structure, de façon à ce qu'elle puisse faire un point aussi sur sa situation. C'est le moment où on lançait Human Tempo, donc elle a pu aussi en bénéficier. Et elle est repartie, du coup, sur une réorientation professionnelle en préparant un autre concours de cadre aussi, qu'elle a réussi brillamment. Et donc, elle poursuit maintenant sa carrière dans d'autres fonctions de cadre, mais ça lui a permis de se redresser. Alors, c'est une belle histoire. C'est pas toujours aussi heureux que ça, mais ça montre que pour pouvoir répondre à ces difficultés, il faut à la fois avoir une structure qui permet de le faire, mais aussi la capacité à faire un maillage individuel de la dentelle, parce que chaque situation est différente, même si on trouve évidemment des traits communs dans la mise en œuvre d'un burn-out, qui sont vraiment typiques. La réponse, elle, ne peut pas être unique et il faut savoir trouver la bonne modalité, le bon moment pour le faire et les capacités à, comme tu le disais fort justement, développer les ressources pour passer au-delà de la difficulté. Et si je peux juste rajouter un élément, je suis très heureux vraiment que l'Académie de Toulouse se soit saisie à travers la volonté de sa DRH et de l'École académique de formation continue sur le développement de la formation premier secours en santé mentale. Qui a vraiment très très bien fonctionné. 100 de candidatures pour être formateur de formateurs sur plusieurs jours quand même. Il fallait vraiment avoir envie de le faire. On a retenu une 15aine de formateurs, toutes catégories confondues, avec 3 chefs d'établissement, donc ça montre que ça intéressait tout le monde. Et ensuite, les formations font le plein. Alors on espère pouvoir continuer l'année prochaine en bénéficiant des moyens pour pouvoir développer ces formations, mais plus on développera cette connaissance de la santé mentale et de la question de la santé mentale dans notre institution, et plus on facilitera à la fois l'étayage des personnels qui sont en amont de burn-out et leur accompagnement lorsque c'est nécessaire. Olivier Fournier, vous avez un deuxième exemple, on y reviendra juste après. Isabelle Etcheto, peut-être en réaction aux propos d'Olivier Fournier? Moi, je voudrais juste rappeler l'importance du style de management. On est dans nos académies en train de vivre des transformations, des projets de transformation. Et on sait aujourd'hui, il y a une étude qui est parue au printemps qui nous montre que l'élément qui va avoir le plus d'impact sur la qualité de vie au travail, c'est la façon dont je suis managée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important
qu'on accompagne tous les managers, qu'on les fasse monter en compétences sur la façon dont ils managent et aussi qu'ils s'autorisent, qu'ils osent demander à être managés différemment. Je crois que quelquefois, dans ces transformations, on n'est pas sur un changement, on est sur une vraie transformation, nos managers ont besoin d'oser demander à être managés différemment. Et je voudrais juste rappeler les 3 piliers sur lesquels se base finalement la motivation pour que nos managers puissent justement ne pas en arriver au burn-out. C'est d'abord l'autonomie, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir la place nécessaire pour réaliser mon action, d'être autonome. Le deuxième pilier, et tu en parlais Christelle tout à l'heure, c'est rester fidèle à mes convictions. Donc j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin que dans ma mission, je puisse rester fidèle à mes convictions. Et j'ai besoin de mettre en œuvre le sentiment de compétence. C'est-à-dire que j'ai besoin de pouvoir mettre en œuvre mes compétences au juste niveau, pas assez et pas trop. Et dans notre académie, enfin dans notre institution, je crois qu'on a là 3 leviers sur le niveau d'autonomie qu'on peut donner à nos collaborateurs, les convictions et les valeurs, tu en parlais tout à l'heure Christelle, et puis comment donner aux collaborateurs le sentiment, et aux managers, le sentiment qu'ils arrivent à être compétents. Je pense qu'on évitera là ce sentiment de déséquilibre entre contraintes et ressources. On a un enjeu fort par rapport à la transformation. Christelle Deras, vous partagez le point de vue d'Isabelle Etcheto ? Je partage complètement le point de vue d'Isabelle Etcheto et ça, ce que vient de dire Isabelle et ce qu'a dit Olivier, moi ça me fait aussi réagir sur nous, les directions des ressources humaines, comment on doit évoluer et comment on doit aussi exister autrement. Pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, ça veut dire comment on forme nos managers, comment on se forme nous aussi tous à un moment à chacun à son niveau de responsabilité, comment ce sont des choses auxquelles on est attentif dès la prise de fonction, quand quelqu'un arrive, quand quelqu'un a un concours de cadre, quel que soit l'encadrement, chef ou pair-dire ou cadre administratif. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on retravaille complètement et sur lequel aussi on communique sur le fait que ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, Olivier disait les dispositifs ne sont pas toujours connus et même s'il y a des affiches dans les établissements, quand on en a besoin, on ne le trouve pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, moi, m'interroge depuis longtemps, c'est comment aussi on a les collègues, quels qu'ils soient, qui à un moment donné ont une difficulté, notamment on parle de la santé mentale des cadres, comment au moment où la personne en a besoin, elle sait qui contacter, elle sait à quelle porte frapper. On a beau communiquer de X manières différentes, envoyer des mails, etc., qui ne sont pas lus parce qu'il y en a trop, on n'est jamais sûr d'atteindre notre cible. Et aujourd'hui, je pense que nous, les directions des ressources humaines, on a besoin de vraiment exister par principe, pas juste quand on a besoin de nous, mais que en tout cas l'existence elle soit là, inscrite dans le marbre et que nos marges d'action et ce qu'on peut faire, ça soit vraiment quelque chose de connu et de partagé, et pas uniquement quand on en a besoin. Et c'est mon sentiment, pour ce qui concerne mon académie, nous on a encore du travail à faire là-dessus. Alors avant de passer à une nouvelle phase de questions-réponses, peut-être Olivier Fourny nous partager votre deuxième témoignage, votre deuxième exemple. Un deuxième témoignage d'accompagnement de cadre, mais juste avant peut-être réagir sur ce qui a été dit sur la nécessité d'un management qui soit pour le cadre celui de ces N+1 et par rapport à ces N-1, ça porte un nom en théorie du management, ça s'appelle la symétrie des attentions. Et il faut y être extrêmement attentif parce qu'on a souvent tendance en fait à demander à un cadre d'être très attentif à ses subordonnés mais ne pas être attentif à lui. Or ça ne marche pas et on se retrouve dans une configuration du coup qui peut produire de l'injonction paradoxale, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse et dont la dissonance crée chez nous un trouble. Alors ça me permet de passer à ce deuxième exemple, un cadre, un inspecteur du même niveau que moi, donc un inspecteur du second degré, affecté assez loin de son domicile, mais qui prend en charge cette responsabilité. On le sait, quand on passe un concours dans la fonction publique, on peut être nommé assez loin de chez lui, donc avec une situation familiale qui n'était pas facile, et donc il accepte de faire ces déplacements qui l'épuisent évidemment beaucoup, puisque c'était compliqué.
et qui un jour se retrouve dans une situation, dans le bureau de la direction académique dans lequel il venait faire une visite, et qui s'est physiquement écroulé. C'est-à-dire que son burn-out s'est traduit physiquement par le fait qu'il est tombé au sol. Voilà, et qu'il n'a pas pu se relever tout seul. Donc il a lui aussi bénéficié d'un accompagnement, congé de longue maladie, repositionnement dans d'autres fonctions, mais la pression qu'il avait subie et son état d'épuisement psychique a fait que, malgré les efforts et l'accompagnement qu'on a pu mettre en place, il a eu de nouveau un épisode d'épuisement professionnel avec le même symptôme dans de nouvelles fonctions. Et malgré donc ces accompagnements plutôt bienveillants de l'institution, je dis plutôt bienveillants parce que parfois on peut être malveillant sans le vouloir, simplement en appliquant des règles qui certes sont les règles communes, mais qui ne répondent pas à la singularité. Donc il a vécu un deuxième épisode, ou plutôt la suite du premier, parce que je pense que la situation n'était pas stabilisée. Et là, le travail a été plutôt de l'accompagner, puisqu'on avait affaire à un personnel plutôt en fin de carrière, à l'accompagner vers une fin d'activité portée par une incapacité à reprendre des fonctions, et donc une mise à la retraite pour inaptitude à quelques mois de la mise à la retraite effective. Donc parfois, il faut aussi savoir reconnaître que l'on n'est plus en situation d'effectuer ces fonctions, et pour ça, l'institution doit être en capacité d'accompagner la singularité. C'est parfois ce qu'on a du mal à faire dans des organisations qui sont là plutôt pour gérer du flux, et on gère du flux. 50 000 personnels dans l'Académie de Toulouse, il faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Et 1,2 million à l'échelle nationale. Et donc on a l'habitude de gérer du flux, il faut qu'on développe encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui notre capacité à gérer de la singularité, à accompagner de la singularité. Dans ce que vous dites, ça veut dire être aussi capable soi-même de pouvoir reconnaître qu'on peut faire des pas en arrière de temps en temps quand on arrive à peut-être un grade trop élevé, à des missions trop élevées. C'est un constat que vous faites, Isabelle Etcheto, aujourd'hui, des personnes qui se disent voilà, je suis arrivé à des responsabilités que je ne peux pas assumer, ou il y a une forme de déni? Alors, je ne fais pas beaucoup ce constat-là. Peut-être, moi, ce que j'ai vu depuis 3 ans et demi, de manière exceptionnelle, alors, des personnes qui prennent un poste et puis qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois, disent non, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. C'est vraiment exceptionnel. Sinon, non, ce que je vois, moi, c'est que les gens tiennent jusqu'à ce qu'ils tombent. Jusqu'à l'épuisement. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une forme parfois de déni de se faire aider? Est-ce qu'il y a des refus? Parce que vous dites que là, les 2 personnes ont été accompagnées, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui refusent. On peut refuser d'être aidé aussi. Oui, parce que ça peut traduire un sentiment de faiblesse, et que cette faiblesse n'étant pas reconnue dans la culture managériale de notre système, on se l'interdit. Voilà, on se l'interdit. Mais comme le disait justement Christelle, je crois que les choses sont en train d'évoluer parce que les conditions d'accès aux fonctions ont évolué, parce qu'il y a une davantage de diversité dans les modalités de recrutement, et que du coup ça ouvre probablement à d'autres façons de penser, avec des personnels qui ne se projettent pas forcément dans la trajectoire linéaire qu'évoquait Christelle. Je commence en première catégorie, je finis en 4e catégorie, ou je commence inspecteur et je finis d'ASEN ou recteur, après tout, pourquoi pas. Je pense qu'on a aujourd'hui des personnels qui veulent avoir des parcours plus diversifiés, qui font des détachements dans d'autres institutions ou dans les collectivités territoriales, le chemin inverse qu'a fait Christelle. Et c'est plutôt du coup un moyen probablement de renforcer la capacité des cadres à éviter de s'enfermer dans une situation qui est une situation potentiellement difficile pour eux. Christelle Derache, je crois que vous vouliez réagir à cette question. Oui, je voulais réagir à votre question quant aux personnes qui refusent de se faire accompagner. Moi, j'ai en tête un exemple d'un collègue où il y a eu un peu les mêmes choses que ce qu'a pu expliquer Olivier. Donc, à un moment donné où vraiment il y a eu rupture, il y a eu burn-out. Donc, il avait un entretien avec Sada Hazen et pas possibilité de parler, une sidération complète. Et donc, quelqu'un qui a été longtemps en arrêt, que moi j'ai essayé d'accompagner, et
Avec moi, il n'y a pas eu de difficulté particulière, mais face à quelqu'un qui refusait l'accompagnement un peu plus spécialisé, c'est-à-dire qui refusait d'aller voir un psychologue, qui refusait de voir un médecin, on était sur, je pense qu'il n'a pas voulu, après, pas voulu ou pu, hein, parce que c'est pas toujours une question de volonté, on fait ce qu'on peut souvent, hein, on fait les choix qui sont à notre portée au moment où on les fait. Toujours est-il que la personne a fini par reprendre un autre poste, et puis un peu la même chose que ce qu'a pu expliquer Olivier avec l'inspecteur. À un moment donné, le même phénomène est arrivé parce que le premier événement n'avait pas été travaillé. Donc, le fait de ne pas être accompagné, généralement, ça ne règle pas la situation et ça fait que on l'a pendant très longtemps. Et moi, ce qui me chagrine dans la situation à laquelle je fais référence, c'est que on a un collègue qui va peut-être être en arrêt jusqu'à la retraite, mais de fait, qui va être à la retraite abîmé avec des choses qui ne sont pas réglées, alors que ça peut être, et ça doit être, en tout cas c'est comme ça que moi je l'espère, un moment de vie plutôt heureux, hein, où on va faire autre chose, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous et à nos proches, mais à ce moment-là, il y en a qui arrivent trop abîmés par le travail, et ça c'est vraiment regrettable. Et une autre chose que je voulais dire, sans vouloir être alarmiste ou faire peur à nos auditeurs, c'est que moi j'ai pu, dans mes anciennes fonctions en territorial, être en lien avec deux collègues qui ont fait un burn-out. Hein, donc, on est exactement sur ce qui a pu être dit par Isabelle tout à l'heure, hein, donc des arrêts longs. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est que ce sont des personnes, si on m'avait fait parier de manière naïve, hein, sur des personnes à qui ça n'arriverait jamais, j'aurais assez spontanément pensé à elles. Et donc, ce que je veux dire derrière ces mots-là, c'est que aussi, quand on côtoie des personnes qui vivent ça fait aussi peur. Enfin, moi, je me suis dit, ben, quelque part, ça leur est arrivé à elles, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Et derrière ces mots, c'est ce que je veux rappeler, ce qui a été dit tout à l'heure par tout le monde, c'est qu'il ne faut vraiment pas qu'on s'oublie les uns et les autres, parce que ce n'est pas qu'un concept, ce n'est pas qu'une mode, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui arrive. Les exemples qu'on a pu donner, qui ont été très clairs, notamment ceux d'Olivier, sont des choses vécues par des collègues qui n'auraient jamais imaginé et pour lesquels on n'aurait sûrement jamais imaginé que ça pouvait arriver. Donc, chacun... ne pas s'oublier, être bienveillant avec soi-même, se donner du temps, savoir dire à un moment donné aussi, là je fais une pause parce que c'est plus possible, et accepter que quelquefois ça peut être difficile parce que la santé mentale est précieuse et je pense que il y a des choses qui peuvent nous arriver à chacun. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant, alors qui va peut-être pas nous aider au départ. Il va falloir une transition. Tu parlais, Christelle, tout à l'heure des nouvelles générations. Ouais. Elles ne sont pas du tout sur le même mode que nous, si je nous mets tous dans la même génération. C'est-à-dire que l'équilibre vie pro, vie perso, il est très important et surtout, Exactement. il est non négociable. Si ils constatent, s'ils vivent un déséquilibre, ils s'en vont. Ils changent de job et ça, on le voit dans les entreprises, dans les institutions, enfin partout. Donc moi, j'ai assez confiance. Je pense que peut-être grâce à ça, ça va s'équilibrer et eux, ils sont très sensibilisés à la santé mentale. Alors peut-être que l'éducation nationale a réussi son pari, c'est-à-dire que les générations qui arrivent, on a réussi à les sensibiliser à leur propre santé mentale, mais ils y font très très attention. Peut-être à certains moments un peu trop à notre goût, c'est ce qui crée des dissonances entre les générations, tu parlais de dissonance tout à l'heure, mais moi je leur fais vraiment confiance et conscience, parce que je crois que grâce à eux, ça va se rééquilibrer. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de jeunes qui, à 18h, s'en vont parce qu'ils vont à la salle de sport et que c'est non négociable. Ils ont une vie après le travail. Et ils ne réouvrent pas leur ordinateur à 20h30 ou à 21h une fois qu'ils ont couché les enfants. Non, parce qu'ils ont une vie à eux après le travail. Ils font de la musique, ils font des choses que peut-être nous, on a mis de côté, alors au service du collectif, au service de très belles valeurs, hein, les valeurs de l'éducation. Mais eux le vivent différemment, donc moi j'ai assez confiance. Avant de vous donner la parole, Olivier Fournier, vous dites donc que les jeunes générations sont plus sensibles à la santé mentale, et c'est pas dû justement au fait qu'on parle de plus en plus aussi de burn-out dans les médias, et est-ce qu'on va pas créer une génération de burn-out imaginaire ? Alors on parle de plus en plus de burn-out dans les médias, mais on parle aussi de plus en plus d'outils de psychologie positive, par exemple. Là, j'en ai pas parlé, mais je pourrais en parler pendant des heures. De boîtes à outils qui nous permettent de décider, de choisir de ce sur quoi on pose notre attention, pas sur ce qui est orienté par le biais de négativité, mais aussi sur ce qui est satisfaisant. On a aujourd'hui, grâce à ces études en laboratoire universitaire, et notamment en France, on a 2 gros labos à Grenoble et à Lyon qui sont très actifs sur le sujet, qui
donne aujourd'hui des résultats avec des outils, une boîte à outils en psychologie positive qui nous permet finalement de dompter un peu cette énergie, ces perceptions négatives, et puis de trouver l'équilibre dont on parlait sur la gestion du stress, l'équilibre entre contraintes et ressources. On a aussi pendant beaucoup d'années, et encore aujourd'hui, vu le stress comme quelque chose de négatif. Moi, je milite aujourd'hui pour qu'on remette le stress à sa bonne place, à sa juste place, qui est un phénomène naturel d'adaptation. Il faut qu'on réapprenne à faire de ce qu'on appelle le stress un allié, un indicateur de notre état interne qui doit nous amener à utiliser des techniques, des outils pour rétablir l'équilibre émotionnel assez rapidement. Ça va être toute une éducation, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les compétences psychosociales pour les élèves, et qu'on doit faire aussi pour les adultes en tout cas, et c'est ce qui est prévu dans de nombreuses académies, dans les plans de formation des encadrants notamment, former les personnes aux compétences psychosociales. Alors ça, il va y avoir une difficulté parce qu'on ne forme pas aux compétences psychosociales comme on forme aux maths ou au français. Pour développer chez les élèves et chez les adultes les CPS, ça doit être des formations expérientielles. On doit incarner, on doit ressentir, on doit vivre finalement la compétence. Et ça veut dire que ça place et le professeur et l'élève dans des positions différentes. Le professeur n'est plus le sachant, il est le coach, il est l'accompagnant. Et l'élève n'est plus élève, il est celui qui vit et qui ressent ce qui se passe dans l'atelier. Enfin, ça, c'est autre chose, mais on a les outils qui arrivent, qui sont à disposition, développés dans les labos de psychologie positive depuis une vingtaine d'années et qui, maintenant, vont être un peu partout. Donc, ils font attention à leur santé mentale, les jeunes, et ils connaissent aussi de plus en plus les outils qui sont à leur disposition. Olivier Fournet, vous vouliez réagir ? Oui, pour en effet rappeler que la culture des cadres à l'éducation nationale, elle est en train d'évoluer et qu'il faut accompagner cette évolution. Moi, je suis devenu chef d'établissement en 2001. Ça remonte un peu. Et à ce moment-là, était un bon cadre, celui qui était au bureau à 7h30, qui en sortait à 22h, qui répondait à ses mails pendant le week-end et dont le téléphone portable était branché en permanence. Je me souviens très bien d'un capitaine de gendarmerie d'une petite ville bourgade charmante du sud-ouest qui m'explique que de toute façon, c'est pas la peine que je lui donne un numéro d'astreinte puisque comme il a mon numéro personnel, en cas de difficulté, c'est moi qui l'appellera, quelle que soit la situation. Et tout le monde considérait, voilà, ma foi, que c'était normal. Aujourd'hui, il faut revenir là-dessus parce que c'est pas tenable. C'est une situation qui est juste pas tenable. C'est-à-dire que nous faisons un métier qui est extrêmement intéressant. Il y en a pas beaucoup quand même dans le monde professionnel, des métiers qui ont leur justification par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer l'intérêt de ce qu'on fait. Vous dites « je travaille à l'éducation nationale », tout de suite ça a du sens. Tout de suite ça a du sens. Et ça, c'est quand même un vrai plus. Mais ça ne justifie pas pour autant une maltraitance managériale. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, non, de recevoir des coups de fil en soirée. Il n'est pas normal, non, de recevoir des mails auxquels on doit répondre. Parce que s'il y a un délai, c'est très simple d'écrire en bas de son mail. Tout mail reçu en dehors des heures de travail ne nécessite pas de réponse immédiate. Voilà, c'est très simple de l'écrire et ça traduit une façon de penser qui devrait pouvoir faire évoluer notre système. Et puis je ne voudrais pas sortir de cette émission sans avoir donné le numéro de téléphone du réseau d'écoute, ce numéro gratuit 0805 500 005. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez quelqu'un qui peut vous répondre et qui va vous orienter sur un rendez-vous rapide avec un psychologue de façon anonyme et gratuite. Ça peut être intéressant de le noter dans ses tablettes, de le mettre dans ses contacts pour être en cas de besoin, soit pour vous, soit parce que vous percevez qu'un collègue est en difficulté, pour pouvoir lui donner cette ressource-là. Il l'utilise pas, mais au moins, vous aurez fait votre part de travail. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale et MGEN ont signé en novembre 2021 une convention spécifique sur la santé mentale, avec des accès aux psychiatres des établissements de MGEN, donc un peu partout en France. Il existe aujourd'hui 7 centres de réadaptation qui couvrent 12 académies. Donc on a des possibilités et des capacités à prendre en charge la difficulté. Et dans le registre de la santé mentale, il faut que ce soit davantage connu et qu'on fasse que, en fait, cet appel, il soit naturel. Voilà, cet appel, il soit naturel. Je vais faire une toute petite incise.
J'ai vécu une situation professionnelle difficile avec le décès subit d'un cadre qui était sous ma responsabilité, qui est toujours un moment compliqué parce qu'on se dit mais c'est ma faute quoi, alors qu'en fait on n'y est pour rien évidemment. Une crise cardiaque même à 49 ans ça peut arriver à n'importe qui, mais qui m'a mis dans un état de détresse parce que c'était compliqué à accepter. La capacité à avoir ce numéro et à pouvoir simplement parler une fois, de dire je vais pas bien là, voilà, je vais pas bien parce que ça me pèse, et d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui simplement vous dit mais vous savez c'est normal. Voilà, ce sentiment, il fait partie du processus de deuil. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, c'est vraiment un appui, donc utilisons-le. Christelle Derage, peut-être un dernier mot également, un petit à faire passer, soit au cadre qui nous écoute, ou soit sur une belle note de positivité pour finir cette émission. Ça, c'est un sacré challenge que vous me donnez là. Mais moi, ce que je trouve aussi très positif, c'est la présence d'Isabelle Etcheto, mais à travers elle, le fait qu'il y ait des psychologues du travail recrutés dans les académies, qui sont positionnés au sein de la DRH, et qu'aujourd'hui, c'est plus un tabou de dire à quelqu'un, ça peut être bien d'aller voir le psychologue, etc. Il y a vraiment des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, et moi, je partage complètement tout ce qui a pu être dit, et aussi l'espoir sur le fait que c'est quelque chose qui évolue déjà et qui va évoluer. Donc, on voit que l'institution, elle se réinterroge. Alors, on est une institution qui se réinterroge souvent sur les enseignements ou les organisations, mais je trouve, enfin, en tout cas, encore une fois, avec le peu d'antériorité que j'ai, depuis que je suis là, au niveau RH, on a fait des choses, on a évolué à vitesse grand V, et tout ça vers plus d'attention aux collègues, à leur santé mentale, à la qualité de vie et des conditions de travail. Et ça, c'est hyper positif. Donc, la note d'espoir, elle est vraiment là et elle est vraiment pensée, assumée et conscientisée. Très bien, mais merci à vous trois en tous les cas. On approche de la fin de cette émission, on ne va pas se quitter pour cette dernière sans forcément découvrir la Minute Bibli de Sylvaine, que je sais que vous attendez avec impatience. On la découvre justement en images pour la dernière de la saison. Merci Marc-Antoine, merci à vous chers invités. Eh bien nous y voilà, c'est la dernière de la saison. Comme d'habitude, partons sur le site éducation.gouv.fr qui, suite au Grenelle de l'éducation, a proposé certaines mesures en partenariat avec la MGEN en faveur de la santé des personnels de l'éducation nationale, dont la prise en compte de la santé mentale. Tournons-nous à présent vers la plateforme Santé-Travail dans la fonction publique. Elle est dédiée aux acteurs de la santé, de la prévention et de la qualité de vie au travail dans la fonction publique. Cette plateforme a été créée par l'ANACT et par la MGEN et elle aborde différentes problématiques sous forme de fiches qui se décomposent en 4 parties. Agir, comprendre, convaincre et enfin elle aborde les difficultés avec bien sûr des propositions de solutions. Monsieur Fournet, présent sur le plateau, nous propose quelques exemples d'actions menées dans l'Académie de Toulouse, mais certaines existent aussi dans d'autres académies bien entendu. La première, c'est la mise en place d'une formation au premier secours en santé mentale. Elle se décline en 3 niveaux de formation. Premier niveau, la découverte des ressources, avec notamment le visionnage d'un webinaire qui fait intervenir des professionnels de l'organisme Psycom qui décrivent et expliquent en quoi consiste le secourisme en santé mentale. Le niveau 2, donc, c'est une formation de secouriste en santé mentale. Et enfin, le niveau 3, donc, propose de s'engager dans la formation de secouriste, toujours dans la santé mentale. Je vous ai mis le lien dans la rubrique ressources de 2 vidéos. La première, c'est l'enregistrement du webinaire de sensibilisation que je viens d'évoquer. Et la seconde, c'est un clip qui explique de façon simple et pédagogique le principe du secourisme en santé mentale. Il nous a parlé également au cours de l'émission de la création d'un centre de réadaptation des personnels de l'Académie de Toulouse, qui sera étendu à ceux de l'Académie de Montpellier. Ce type d'établissement existe dans d'autres académies, mais celui de Toulouse a ouvert très récemment. Je ne reviens pas sur son fonctionnement ni sur le principe de soins, d'accompagnement et de suivi qu'il propose, puisque M. Fournet vient de nous en parler beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. On ne peut pas parler de santé ni de prévention sans mentionner les actions et le programme de la MGEN. Je vous invite à aller parcourir leur site pour vous informer sur les mesures de prévention et les mesures prises pour améliorer la prise en charge de la santé mentale de ses affiliés. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et compétences dans le domaine de la transformation de la fonction publique, et plus particulièrement vous former à travailler autrement,
Isabelle Etcheto nous signale les modules de formation d'un parcours accessibles sur la plateforme interministérielle Mentor. En réalisant votre autodiagnostic, vous verrez ainsi les activités et les compétences que l'on vous propose de travailler. Terminons cette sélection par quelques enquêtes réalisées par messieurs Photinos et Orenstein avec le concours de la CASDEN qui dressent par leurs résultats un état des lieux du bien-être des cadres. Après les chefs d'établissement et les inspecteurs, ils ont interrogé en 2023 les personnels administratifs que l'on oublie un peu parfois, il est vrai. Et bien voilà pour cette dernière minute bibli de l'année scolaire 2023-2024. Vous pourrez peut-être, en attendant la rentrée, voir ou revoir les émissions passées sur la page dédiée du site internet de l'IH2EF, sur laquelle vous retrouverez toutes les ressources citées ici et parfois d'autres encore. Je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous retrouver au mois d'octobre, le 8 pour être plus précise, comme vient de le mentionner Marc-Antoine, pour une émission qui sera consacrée aux fonctions et aux missions RH des encadrants. Je profite moi aussi de cette dernière apparition pour remercier chaleureusement mes collègues qui travaillent dans l'ombre mais sans qui nous ne pourrions rien faire, les techniciens audiovisuels, l'équipe du site web, de la com, Marc-Antoine, notre animateur bien sûr, Delphine Cornière qui est co-responsable de la production des émissions et bien entendu tous les invités qui ont participé tout au long de l'année. Un grand bravo et merci à vous tous. D'ici là, avec un peu d'avance, je vous souhaite de belles vacances. Prenez grand soin de vous et de vos proches. On se revoit le 8 octobre. Chers invités, Marc-Antoine, encore merci et je vous rends le micro. À bientôt. Merci beaucoup Sylvaine, ainsi s'achève notre émission au Périscope et la saison 2023-2024. Je remercie nos 3 intervenants du jour, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je remercie forcément les équipes techniques de l'IH2EF pour la réalisation des émissions de cette saison 2023-2024. On vous donne rendez-vous à la rentrée, le 8 octobre précisément pour le prochain numéro qui sera consacré à la fonction RH des encadrants. D'ici là, passez un bel été, bonnes vacances à tous et à très bientôt.